Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Crypto Hebdo. Très content de vous retrouver comme chaque semaine. J'espère que vous allez bien. Alors cet épisode est le dernier de l'année 2024. En fait, j'enregistre, on est le dimanche 29 décembre, mais comme je pars en voyage quelques jours, je voulais préparer cet épisode d'avance pour que vous l'ayez, comme vous avez l'habitude, le lundi. Donc vous verrez cet épisode demain. Alors aujourd'hui, eh bien comme d'habitude, on va faire un petit retour sur la semaine qui vient de se terminer sur Bitcoin. Et puis tant qu'à y être, on va faire une analyse aussi de l'année qui vient de s'écouler. Voilà, donc le programme est simple. L'épisode sera assez court aussi. Je vous laisse mettre un like tout de suite sous la vidéo pour ne pas oublier, si vous découvrez cette chaîne, eh bien, pensez à vous abonner. Tous les lundis, je fais une analyse du marché, donc on parle trading, investissement, crypto. Donc si c'est des choses qui vous intéressent, on se retrouve tous les lundis sur YouTube. Alors on se retrouve sur le Bitcoin contre le dollar américain en weekly, vous avez l'habitude. Et la voici cette semaine qui est sur le point d'être terminée. Donc là, c'est sûr que j'enregistre un petit peu plus tôt que d'habitude. Il reste 13 heures avant que la bougie journalière soit terminée. Mais en tout cas, pour l'instant, on voit qu'on est face à un doji. Donc un doji, ça veut tout simplement dire qu'on voit, il y a eu un peu de volatilité dans la semaine, mais globalement, on termine au même niveau qu'on a commencé la semaine. Donc c'est une bougie qui traduit l'indécision sur le marché. Les gens ne savent pas trop ce qui va se passer. Est-ce qu'on temporise encore un peu? Est-ce qu'on est prêt à remonter? Est-ce qu'on corrige plus? Voilà, c'est vraiment le signal que le marché nous envoie. Donc en fait, c'est une très bonne chose. On va descendre en journalier pour voir un petit peu ce qui s'est passé. Et là, on voit que le marché a l'air de vouloir marquer un genre de double bottom. On est pile sur la moyenne mobile 50 journalière, donc ça c'est intéressant. Et si on regarde le super trend, on voit qu'on est aussi sur un niveau important. Donc le super trend, pour rappel, c'est un indicateur qui est basé sur la volatilité du marché, qu'on appelle l'ATR, le Average True Range. Et donc là, on est pile sur les 95 000 $. Donc c'est vraiment un niveau intéressant et je pense que c'est la raison pour laquelle les acheteurs sont présents. On voit qu'il y a eu des rachats quand même. Déjà vendredi la semaine dernière, lundi on a eu des beaux rachats, mardi on a tenté de remonter. On est venu pile sur les 100 000 $. Clairement c'est un prix psychologique. Alors oui on l'a déjà franchi, mais là on est vraiment en train de consolider sur ce niveau-là. Et puis ensuite on est redescendu, c'était le jeudi, petite stabilisation. Alors après c'est sûr qu'on était la semaine aussi de Noël. Forcément, il y a moins de volatilité sur le marché. On voit que les volumes sont assez bas et c'est tout à fait normal. Donc je pense que les choses devraient reprendre plutôt l'année prochaine. Donc on va commencer Q1, donc à voir si on va commencer l'année dans les starting blocks comme on l'avait fait d'ailleurs l'année dernière. Donc on va suivre ça ensemble sur la chaîne. Ethereum, c'est un peu la même chose. En fait, vous allez retrouver cette structure un peu partout. Alors là, à noter quand même qu'on est sous la moyenne mobile 50. Mais bon, vu qu'Ethereum de toute manière était un peu moins monté dans les semaines précédentes, il n'y a rien vraiment qui me choque. On voit par contre que Ethereum tranquillement, en fait de plus en plus, vous voyez maintenant Ethereum qui a tendance à surperformer Bitcoin. Alors c'est très léger pour l'instant, la dominance de Bitcoin est quand même bien remontée, on l'avait vu la semaine dernière. Et là, tiens, regarde, on va se mettre en weekly. Voilà, donc on voit là que pour le coup, cette semaine, la dominance a rechuté. Donc là, on avait eu 2 semaines, vous vous rappelez, où la dominance a bien monté. Donc Bitcoin reperformait plus que la plupart des altcoins. D'ailleurs, si on regarde l'index de All Season, on voit qu'on est pas mal redescendu. On est passé de 75 à 43%, je crois, quelque chose comme ça. Et là, cette semaine, du coup, on voit que Bitcoin a reperdu un petit peu. Donc en fait, il stabilise et vous voyez la liquidité tranquillement qui se déverse sur les autres projets. Et là, je pense que Ethereum devrait avoir, à mon avis, un très beau début d'année 2025. Et là, je note depuis plusieurs jours qu'effectivement, encore une fois, même si c'est très léger, il a tendance à surperformer. Et du coup, il entraîne avec lui certaines altcoins. Voilà, bon, pas toutes. Vous voyez que là, globalement, on est dans le rouge. Là, j'ai juste mes meme coins ici. Mais si on veut avoir le marché, voilà, avec d'autres projets, on va regarder un petit peu. Bon, tout ce qui est Layer 1, Layer 2... DeFi, on est dans le rouge aujourd'hui, interopérabilité, pas grand-chose. Intelligence artificielle, c'est pareil, pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose. RWA, on est dans le rouge. Gaming, un petit peu. Bon, Memecoin, finalement, c'est ceux qui ont l'air de mieux se débrouiller pour l'instant. XRP, XRP, voilà, et stablecoin. À noter d'ailleurs au niveau stablecoin que à partir de demain, l'USDT va être bloqué en fait en Europe. Donc on va voir dans les faits comment ça se traduit, mais il se pourrait qu'il y ait certaines paires qui soient plus disponibles
Donc par exemple Bitcoin USDT devrait être délisté sur les exchanges pour l'Europe. Alors vous pourrez toujours trader bien sûr le Bitcoin mais via l'USDC. Alors une chance qu'on a l'USDC parce que ça nous offre quand même une paire avec beaucoup de liquidité. Mais c'est vrai que ça va être quand même à surveiller parce que c'est un peu emmerdant quand même. Quand on s'attaque finalement au plus gros stablecoin de l'écosystème, celui qui apportait le plus de liquidité, c'est sûr que c'est quand même, c'est quand même un petit peu inquiétant à voir comment les opérateurs vont réagir. C'est sûr que quand on s'attaque à la liquidité d'un marché, on s'attaque à son efficience. Et quand un marché est moins efficient, il peut y avoir des décalages. Donc voilà, je ne suis pas en train de semer le FUD. Je me pose simplement la question. Petite alerte aussi, si vous avez des USDT et que vous êtes sur des exchanges en Europe, peut-être les transférer en USDC. Ça pourrait être préférable parce que je ne sais pas trop comment ça va se passer. Est-ce qu'ils vont complètement être délistés? Est-ce que vous pourrez juste plus acheter? Vous allez rester en stable et vous pourrez repasser en fiat? Je vous avoue que j'ai pas eu le temps de creuser plus que ça. À la limite, je vous en reparlerai en début d'année prochaine. Voilà, je pense que ça fait le tour pour les graphiques, hein, vous avez vu, il n'y a pas grand chose à dire, mais comme je disais tout à l'heure, on était sur la dernière semaine de l'année, donc il n'y a pas grand chose qui s'est passé sur le marché. Alors je voulais juste faire quand même un petit retour, puisque voilà, le 29 décembre, donc la fin d'année, regardons du coup les projets qui ont bien performé. Donc YTD, vous savez, c'est year to date, donc c'est à partir du début d'année jusqu'à aujourd'hui. Donc là, pour le coup, on a vraiment un an de perspective. Et on voit un peu les projets qui ont le mieux performé. Alors Virtual, je ne connais pas. OM, c'est un projet de RWA. Donc on voit que c'est un projet qui a vraiment tout explosé en 2024. Du coup, on a 6353% de performance, assez impressionnant. Aérodrome, bon pareil, j'ai jamais tradé, j'en ai déjà entendu parler. Donc là, on est à 2848. PP, alors là on voit le premier meme coin à 1350%, donc ça a vraiment été le meme coin de l'année. Et comme je vous l'ai dit moi plusieurs fois sur cette chaîne, je pense que c'est le meme coin de ce cycle-là. C'est la raison pour laquelle je suis quand même fortement investi sur ce projet-là. On a après BGB, WIF, donc là on a un autre meme. Bon là il y a Jasmine, bon, ce projet-là, je vous avoue pareil, je connais pas trop, je sais pas ce qu'il fout là, il est quand même bien capitalisé. Après on a Sui, alors Sui intéressant, c'est vraiment le projet Layer 1, donc un peu l'Ethereum Killer ou le Solana Killer, qui a le mieux performé. Donc je pense qu'il est quand même en voie de continuer de performer à mon avis sur l'année prochaine. Pareil, j'ai l'impression que c'est un peu le projet Layer 1 de ce cycle-là, après bien évidemment Ethereum et Solana. Donc voilà, à suivre. Après, je sais que au niveau de la tokenomique, attention, il va y avoir quand même pas mal de libération de jetons, donc on devrait avoir un peu plus de pression vendeuse l'année prochaine. Ça va se faire quand même progressivement. Mais après, vous voyez que même si c'est un peu comme Ondo finalement, qui ne doit pas être trop loin à mon avis dans le top, vous avez des projets en fait qui vont avoir certes des libérations de tokens, donc c'est quand même à surveiller bien évidemment. Mais si vous avez un projet qui est fortement adopté, en fait vous êtes quand même vous pouvez quand même avoir plus d'acheteurs que de vendeurs et donc du coup le prix peut quand même s'apprécier. Donc c'est pas nécessairement un red flag d'avoir des libérations de jetons qui se font si c'est fait progressivement et si c'est fait correctement. Mais voilà. Après, si vous devez comparer, par exemple Sui, je sais que son compétiteur c'est Aptos. Alors pour l'instant, on en entend parler de plus en plus. Mais il n'a pas encore performé comme il aurait dû parce que globalement c'est un peu la même technologie que Sui mais avec une meilleure tokenomique. Donc vous voyez que des fois la tokenomique en fait c'est pas suffisant. Le côté marketing, le côté viral sur les réseaux, sur un marché comme la crypto-monnaie, ça peut être quasiment plus important, quoi. Alors après on a Floki intéressant qui est quand même assez haut, on est à 412% sur l'année. Radium, Dogecoin, XRP, XRP à 255%. Après Ethereum Name Service, on descend. Bon, après on a AV, projet de DeFi de l'ancien cycle. Et là, on voit qu'il a bien monté là, dans les dernières semaines. Donc je pense que AV, si vous voulez miser sur la DeFi, vous cherchez un projet bien capitalisé, safe, etc. Je pense que AV, ça peut être un très bon compétiteur. On a Toncoin aussi, rappelez-vous, on a eu une belle période de hausse pour Toncoin. Alors après, ça a été un peu mouvementé quand ils avaient arrêté le CEO à Paris. Je ne sais pas si vous avez suivi ça, je pense que j'en avais parlé sur la chaîne. Depuis, on voit que c'est un petit peu plus tranquille, mais je pense qu'on pourrait avoir un retour de Toncoin et de tout l'écosystème. Donc Ton, c'est pour The Open Network. Donc c'est vraiment tout un écosystème et ça c'est intéressant aussi parce que finalement, donc c'est Telegram.
Telegram, c'est une plateforme qui avait déjà des utilisateurs et finalement, ils avaient déjà le produit et ensuite, ils ont créé la crypto. Alors que souvent, on a vu l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a une crypto qui se crée, il y a des jetons, des tokens et puis après, on essaie de créer la plateforme et de faire venir les utilisateurs. Donc là, ça a été pris à l'inverse et pour le coup, c'est quand même très intéressant. Il y a énormément d'utilisateurs actifs sur Telegram. Donc voilà, je pense que c'est quand même à surveiller. On a Tron aussi qui a très bien performé cette année. Il y a eu les meme coins sur Tron. Donc il y a eu pas mal de choses et on est à 142% là sur l'année, donc c'est quand même super intéressant. Et vous voyez là, on arrive maintenant, BNB aussi qui avait fait des nouveaux plus hauts là dernièrement, on est à 712 dollars en ce moment, 128% de performance sur l'année. Et là on arrive à Bitcoin, donc vous voyez Bitcoin à 124%. Et donc, alors là par contre je vois qu'il y a une erreur parce que lui il est à 140%. Donc je sais pas pourquoi il me l'a mis là, il devrait être au-dessus. Bon, oublions-lui, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais si vous regardez ensuite, en théorie, donc tout ce qui est là, plus bas, ça a moins performé que Bitcoin. Et pourtant, on a des super bons projets. Donc vous avez, je sais pas, Cardano, Ethereum, Render, Beam pour le gaming, Phantom, on en a beaucoup parlé. Et voilà, je scrolle rapidement. Gala, ça c'est des vieux projets. Bon, Kaspa qui avait énormément performé. Alors Kaspa, vous voyez, 2023 du coup, il avait vraiment performé. Début 2024 aussi énormément et après il est parti dans un grand range et là finalement Kaspa cette année là si vous prenez au 1er janvier et vous regardez le prix actuel, il a fait 7% en fait. Stacks pareil, le projet de layer 2 sur Bitcoin, il n'y en a pas beaucoup. Honnêtement, moi j'avais fait quand même des belles performances sur Stacks mais on voit que ça a bien redescendu dans les derniers mois. Finalement, ça n'a pas rebondi tant que ça. Et là, on est à 8%. Bon, là, je vois qu'il y a quand même des petits problèmes parce qu'on a Hyper Liquid. Donc ça, j'en ai parlé aussi. C'est un gros airdrop, un des plus gros airdrops qu'il y a jamais eu en crypto. On est à 758%, donc je ne vois pas du tout ce qu'il fout là. Brett, ok, Brett, il devrait être très très haut aussi. Bon, voilà, il y a peut-être des petits soucis, puis là, on est dans le rouge. Mais ce que je voulais vous montrer par là, c'est que finalement, on n'a pas eu tant de projets qui ont surperformé Bitcoin cette année. Je pense que beaucoup se sont fait surprendre. Moi, le premier, en fait, je ne m'attendais pas à ce que Bitcoin soit aussi fort sur ce cycle-là. C'est vrai qu'on avait eu une alt season qui était complètement débile lors du dernier cycle. Et je pense qu'on était beaucoup à miser là-dessus, sur les performances qu'on peut aller chercher sur les projets altcoins. Mais là, on voit que Bitcoin, il nous a rappelé à tous que c'est lui le roi. C'est lui qui mène la danse. Et en fait, clairement, Bitcoin aujourd'hui a surperformé la plupart des actifs de la finance traditionnelle, mais même en crypto, il est passé devant un grand nombre finalement de projets avec des techs intéressantes, sur des bonnes narratives, etc. Donc comme quoi des fois il n'y a pas besoin d'aller chercher beaucoup plus loin, acheter du Bitcoin, le garder sur du long terme, généralement c'est quand même une stratégie gagnante. Et voilà. Alors après, je pense qu'on va quand même avoir une alt season là en Q1, donc les 3 prochains mois. Et je pense que là, Bitcoin devrait descendre dans le top. Et on devrait voir donc du coup les autres projets remonter. Voilà, je pense que si on avait regardé ça peut-être il y a quelques semaines, là, quand on avait eu un début de alt season, je pense que il y aurait beaucoup plus de projets qui seraient au-dessus de Bitcoin. Mais voilà, c'est quand même à noter et je trouve ça intéressant. Voilà, je pense que ça fait le tour. Donc après, sur les prédictions de l'année prochaine, alors pour s'amuser, moi je pense qu'on va avoir un très beau Q1. Je pense que jusqu'au mois d'avril, peut-être même le mois de mai, on devrait avoir globalement une belle performance. Bitcoin, à mon avis, va continuer de monter. Je pense qu'on peut aller chercher 130, 140 000, 150 000 assez facilement, peut-être plus. On va voir aussi ce qui va se passer quand Donald Trump va rentrer à la Maison Blanche. Je pense que ça peut aussi être un catalyseur important. Après, globalement, je pense qu'à partir de ce point-ci, on devrait voir des altcoins qui vont surperformer Bitcoin à mon avis, en tout cas les altcoins de qualité qui nous ont déjà montré qu'elles étaient là depuis le début. Je pense que les meme coins vont continuer parce que c'est vraiment pour moi le cycle des meme coins. On l'a vu depuis le début, on a un intérêt du public pour ces projets-là. Je pense que globalement la classe des meme coins, elle était regardée de haut par la plupart des gens de la communauté. On voyait ça vraiment comme une blague. Alors oui, il y avait eu Dogecoin et Shiba Inu qui avaient vraiment surpris tout le monde lors du dernier cycle. Et je pense pareil que Pepe, Mog, Brett, etc. Bonk, on a eu des projets qui ont vraiment explosé, qui ont fait des performances hallucinantes l'année dernière. Et je pense que ça va attirer les retail. Et là, c'est vraiment la dernière vague des investisseurs qui vont rentrer sur le cycle. Donc c'est les retail. Donc à ne pas négliger à mon avis. J'ai vu sur YouTube beaucoup d'influenceurs même avouer qu'ils s'étaient fait surprendre
par cette narrative-là. Et c'est vrai que on sait qu'il y a beaucoup de gens qui rentrent en crypto et qui sont passionnés par la tech parce que la blockchain peut changer dans notre monde, dans l'économie. Donc c'est vrai que les meme coins, des fois, il y a un peu un côté hate en fait, où les gens se disent bah, ça décrédibilise un petit peu l'écosystème. Mais en même temps, voilà, les meme coins vont attirer beaucoup de liquidités. Donc ça va être intéressant pour certaines blockchains de faire venir les investisseurs et les traders grâce aux meme coins. On voit aussi qu'il y a un côté communautaire qui est intéressant. Donc voilà, notre finance évolue. Et c'est intéressant de voir bah, que les meme coins, ils prennent une place à la grande surprise de tout le monde. Donc moi personnellement, je vais continuer de miser sur cette narrative-là pour le reste du cycle. Après, je pense qu'on va avoir aussi l'intelligence artificielle qui devrait remonter parce que c'est vrai que là, dans les derniers mois, il ne s'est pas passé grand-chose. Je pense que Tao va faire des nouveaux plus hauts, Render va probablement suivre, FetchAI et compagnie. Donc voilà, après, il y a plein d'autres small cap, à mon avis, qui vont bénéficier de la alt season. Après, sur les autres narratives, je pense que gaming, pour l'instant, c'est vrai qu'il ne s'est pas passé grand-chose. C'est clairement la narrative qui a le moins performé depuis le début. Mais du coup, bah, il y a un coup à jouer au niveau de l'arbitrage. Et je pense qu'on devrait avoir des beaux projets. Alors, pour en citer deux, mais je les ai déjà nommés, bah, il y a Super pour Superverse et BIM, qui est maintenant son propre layer 1. Donc ça, c'est deux projets crypto gaming que je suis attentivement. Mais je pense qu'on devrait avoir, à un moment donné dans le cycle, on va avoir une espèce d'euphorie là sur cette narrative-là. Et après, je pense qu'il y a la DeFi aussi, parce que qui dit Trump dit régulation, dit gouvernement crypto-friendly, et je pense qu'il y a pas mal de projets aussi autour de la DeFi qui vont pouvoir en bénéficier, donc on devrait avoir un genre de retour à ça aussi. Voilà, alors je vais rapidement sur X pour voir un peu ce que j'ai posté cette semaine. Bon, bah ça, je trouve ça assez parlant finalement. Comme je disais tout à l'heure, des fois, il n'y a pas besoin d'aller beaucoup plus loin si vous voulez investir en crypto-monnaie que juste acheter du Bitcoin finalement. Et là, on voit le prix du Bitcoin depuis 2008 jusqu'à 2024. Et vous voyez que globalement, le prix, il monte. Alors oui, il y a eu des fois des petites corrections et c'est normal. Mais globalement, vous avez quand même un prix qui continue de s'apprécier, ça c'est normal. Et je vous ai déjà expliqué pourquoi, en fait c'est mathématique. Il y aura maximum 21 millions de Bitcoin, donc on a un supply qui est limité, et pourtant l'adoption continue, et là je ne vous l'apprends plus. Les institutionnels maintenant sont de la partie, les gouvernements arrivent, ils ont déjà commencé à acheter. Les particuliers, de plus en plus, je vois, sont curieux, même ceux qui étaient encore un peu dans le narratif médiatique de base, Bitcoin c'est du scam, c'est pour le blanchiment d'argent. On voit que les consciences, les psychologies ont vachement évolué par rapport à ça, et je pense que ça va continuer, ça va s'accélérer à mon avis en 2025. Je pense que Bitcoin tout le monde connaît, ou au moins on a entendu parler, et puis maintenant les gens sont un petit peu plus critiques par rapport à ce qu'ils entendent dans les médias de masse. Donc voilà, je pense que c'est une bonne chose, et je pense qu'on va voir un prix qui va continuer d'augmenter dans les prochaines années. Voilà, sinon il y a Bonk qui a fait alors ce qu'ils appellent le burn mass. Donc en fait ils ont burné 1,69 trillion de Bonk. Donc ça c'était, voilà, il y avait certaines choses à faire pour la communauté, ça permettait d'augmenter le nombre de jetons qui allaient être brûlés. Donc là ça a été fait. Donc finalement le supply finalement de Bonk, maintenant, c'est 91 trillions au lieu de 100 trillions. Donc quand on parlait de tokenomics tout à l'heure, ou même juste là avec Bitcoin quand je vous parlais du supply, vous comprenez que forcément sur le prix ça va avoir un impact, le fait qu'on limite le nombre de jetons disponibles, et surtout que les meme coins, la plupart des meme coins, en tout cas tous les tokens sont déjà en circulation. Donc ça franchement c'est vraiment cool qu'ils aient fait ça. Donc j'ai un peu de Bonk aussi en portefeuille, et je pense que, alors c'est pas instantané, mais je pense que dans les prochaines semaines on devrait voir un prix s'apprécier, et ce genre d'événement là, ça va aider déjà à faire parler du projet. On voit qu'il y a beaucoup de gens de la communauté qui sont redevenus aussi un peu actifs s'ils n'avaient pas fait grand chose dans les dernières semaines, et mathématiquement ça devrait aussi pousser le prix vers le haut. Et puis je terminerai avec ce petit post, petit, de Game, mais globalement, voilà, je vous invite à aller le lire sur mon profil, le lien est dans la description si jamais vous ne me suivez pas déjà. Mais dans le fond, il rappelle un truc important, c'est que, comme on dit, la carte n'est pas le territoire. Donc en fait, il donne son analyse par rapport à ce qui s'est passé cette année. Et c'est vrai qu'en fait, il ne faut pas oublier qu'on a tendance à simplifier un peu les choses, et c'est normal. C'est un biais du cerveau humain en fait. Le problème est tellement complexe, on est tellement noyé dans les informations que automatiquement le cerveau va avoir tendance à simplifier les choses, et on va avoir tendance à vouloir faire du copier-coller sur des choses qui se sont passées lors des derniers cycles. Alors on peut avoir des choses qui ressemblent, mais c'est très rare en vérité que ça soit absolument la même chose.
Alors après, si vous avez des croyances qui sont partagées par beaucoup de gens, ça devient, comme on dit, des croyances autoréalisatrices. Elles s'appliquent finalement parce que il y a assez de gens qui y croient. On pense par exemple aux adages du marché. Si on dit sell in May, go away, alors c'est basé à la base sur un fait réel qui est tout simplement que les institutions, l'été, sont moins actifs, donc il y a moins de volume, il y a moins de liquidité sur les marchés, donc globalement, ce n'est pas la meilleure période pour être, en tout cas sur le marché, si vous tradez, si vous êtes investisseur long terme, on n'en parle pas, vous êtes dans le marché, vous y restez. Mais après, c'est sûr que c'est quelque chose qui se dit, et forcément, plus de gens le disent, et plus ça devient vrai, et les gens disent, moi, au mois de mai, je vends, je me casse, et donc du coup, ça peut créer des baisses, etc. Mais ces phénomènes-là, ils vont être souvent aussi très sporadiques ou très localisés dans le temps. Mais en vrai, si on est dans un marché qui est fortement haussier et qu'on a des news qui sont bullish, le prix s'empêchera pas de monter parce que, par exemple, on est au mois de juin. Voilà, c'est ça que je veux rappeler et c'est là en fait qu'il explique. Je vous laisserai lire ça. Mais c'est super intéressant. Donc je pense que c'est important de prendre un peu de recul par rapport à tout ce que vous entendez. Alors après, c'est malgré tout très important d'avoir une thèse sur le marché, d'avoir, rappelez-vous aussi, je vous en parle et je vous ai dit que j'allais vous en parler régulièrement jusqu'à ce que le cycle soit terminé, mais d'avoir une stratégie de sortie, penser à prendre des profits parce que là, je pense que Q1, on devrait avoir une belle appréciation. Je pense que globalement, les prix vont monter. On va avoir l'arrivée des retail en grand nombre. Je pense que ça va pas mal brasser aussi avec Trump officiellement. Alors, est-ce qu'on va avoir un petit sell de news quand Trump va rentrer à la Maison Blanche? Alors moi, je misais un peu là-dessus. Mais en même temps, on n'a pas eu un mois de décembre qui était si explosif que ça. Donc j'ai l'impression que ça peut faire peut-être comme quand il y a eu les élections. Ça veut dire que finalement la baisse on l'a eu avant. Et puis à partir du moment où Trump a été élu officiellement, le marché est parti. Alors que moi je m'attendais plutôt à ce que ça baisse. Alors est-ce qu'on va avoir quelque chose de similaire? Et finalement à partir du 20 janvier ça va partir très vite, très fort. Donc on va regarder ce qui se passe dans les prochaines semaines. Et en fonction ça me permettra de changer ma vision sur le marché et puis d'adapter ma stratégie. Voilà, sinon je voulais juste prendre 2 secondes pour vous remercier chacun d'entre vous. Merci de m'écouter tous les lundis. Je sais que vous êtes plusieurs. Vous savez qui vous êtes, je sais qui vous êtes. Vous me laissez des commentaires aussi régulièrement. Donc honnêtement, ça me touche, ça m'encourage à continuer. J'espère que ce que je vous partage vous aide un petit peu, modestement, que ça vous aide à structurer votre pensée, à avoir une meilleure préparation sur le marché. Et puis surtout, j'espère que ça vous permettra de sortir des beaux gains du marché l'année prochaine. Donc voilà, on est ensemble là-dedans. Merci encore du fond du cœur. Je vous souhaite une très bonne fin d'année et on se retrouve en 2025. Salut tout le monde.